réveil à tous et bienvenue dans le Morning d'i24 News. On va décrypter ensemble l'actu du jour avec nos experts, nos invités et notre équipe. Mais avant de se plonger dans l'actu du jour avec la revue de presse de Bethsabée Salem, voici les titres de votre Morning du jeudi 9 avril 2015. Écran noir sur TV5 Monde, la chaîne française internationale a été hackée, un piratage revendiqué par un groupe se réclamant de l'État islamique. L'antenne, le site internet et les comptes Twitter et Facebook ont été touchés. Et puis Daesh sur tous les fronts, dans le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk, les djihadistes continuent de semer la terreur. On compte officiellement 27 morts, on en parlera et on parlera surtout de l'absence de réaction de la communauté internationale face à ce drame humanitaire qui se dessine. Rien ne va plus chez les Le Pen. Pour la première fois, Marine Le Pen lâche clairement son père. On va en parler, oui, donc voilà, on était sur le double temps standard des pro-palestiniens. On va maintenant, dans la suite de ce morning, parler de ces problèmes dans la famille Le Pen. Pour la première fois, Marine lâche clairement son père et s'oppose à sa candidature en PACA. L'interview dans Rivarol, dans laquelle le président d'honneur du FN réhabilite le maréchal Pétain, serait-il le dérapage de trop? Décryptage dans la première demi-heure. Et puis, en fin d'émission, après les Le Pen, on parlera de la mode et de ce qu'elle révèle de nos mœurs et de notre histoire avec nos deux invités et fashion victimes, Laurent Seller et Gérald Cohen. Avec nous ce matin sur ce plateau pour décrypter l'actu, Ali Waked, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du monde arabo-musulman et Raphaël Hirouchalmi, vous êtes ancien officier des renseignements israéliens. On va décrypter l'actu avec vous, mais avant on commence donc avec les grands titres de l'actualité dans la presse avec vous, Bethsabée Salem. Et oui, merci. Avec ce matin en première ligne de la presse française, eh bien ce piratage, vous en avez parlé Rudy, de la chaîne TV5 Monde par des individus réclamant de Daesh, par des individus qui donc ont piraté cette chaîne depuis hier soir 22h. Le Figaro et l'AFP expliquent TV5 ne peut plus ni émettre ni contrôler son site internet. Même ses réseaux sociaux ont été infiltrés. Alors les petits malins responsables de ce piratage ont même posté sur le compte Facebook de TV5 Monde des documents qu'ils ont présentés comme des pièces d'identité et des CV de proches de militaires français impliqués dans des opérations contre l'État islamique. Des contenus qui seraient en cours de retrait. Pendant quelques heures, regardez, vous allez voir, le Parisien, l'avatar de la page a été remplacé par le visage d'un djihadiste. Le Parisien donc qui nous offre une illustration de cette page Facebook de TV5 hackée. TV5 qui rappelle RFI est reçu, attention, par 257 millions de foyers dans plus de 200 pays et territoires dans le monde, ce qui en fait le deuxième plus grand réseau mondial de télévision derrière la chaîne américaine MTV. De quoi donc faire pâlir les autres médias et même outre-Manche. Ainsi, le Guardian reprend l'info, la chaîne a dû s'interrompre. Le blackout aura duré 3 heures. Les sites étaient toujours hors service à 4 heures du matin. Les hackers qui accusent le président Hollande d'avoir commis une erreur impardonnable. On continue de parler de piratage, mais à un niveau là un peu plus élevé encore. Eh oui, les services secrets français auraient déjà eu recours à certaines pratiques en toute illégalité. Libération ouvre de son côté sur cette plainte déposée contre la DGSE. Selon les informations du quotidien, eh bien, des associations des droits de l'homme ont attaqué les services de renseignement pour surveillance illégale. La FIDH et la LDH ont déposé plainte au tribunal de grande instance de Paris fin décembre pour dénoncer cet espionnage illégal. Alors en quoi consiste-t-il? Eh bien, en l'atteinte au secret des correspondantes et l'accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, autrement dit du piratage informatique. Autre sujet au cœur de l'actu ce matin, on ne cesse d'en parler, ce meurtre d'un homme noir en Caroline du Sud. Oui, le policier a illégalement et avec préméditation tué la victime, accuse presque Le Monde en titre, en une de son site ce matin. L'affirmation vient du passant en fait qui a tourné la vidéo. Il prétend en effet que les deux hommes étaient en train de se battre juste avant qu'ils ne commencent à filmer. Une version, note Le Monde, corroborée par le mandat d'arrêt émis à l'encontre du policier, car l'auteur de la vidéo a parlé hier, mercredi. Alors le Time aux États-Unis revient sur ses propos et lorsqu'on a demandé à Faïdine Santana combien de temps ça lui a pris de comprendre la situation, il a répondu « J'ai compris,
immédiatement. Pas très rassurant sur le sentiment de sécurité et la confiance à l'égard de la police américaine. Des vidéos qui d'ailleurs relancent le débat sur l'utilisation de la force par les officiers de police. En première page de son site, le New York Times à présent demande même dans quelle mesure la justice peut compter sur les rapports de la police. Betsabe, ce matin, on a du nouveau dans le dossier de l'attentat de Boston. Oui, après 11 heures de délibération, les 12 jurés ont estimé à l'unanimité que Tsarnaev a été reconnu coupable des attentats du marathon de Boston. La foi est plapot sur le site du Boston Globe, donc particulièrement touché par le drame, qui précise d'emblée, cet homme qui a fomenté un attentat a dévasté une foule festive en avril 2013. Il risque la peine de mort. Alors le destin de Tsarnaev, âgé de 21 ans, la vie en prison et la peine ou la peine de mort, écrit le Washington Post aux États-Unis toujours, qui souligne l'attentat perpétré par ce jeune autoradicalisé est l'un des pires actes de terrorisme commis sur le sol américain depuis le 11 septembre. Or, les preuves contre l'assuré, contre l'accusé étaient impressionnantes. Alors, l'info a été suivie en Europe, bien sûr. Tsarnaev coupable. L'attentat de Boston a fait 3 morts, dont un enfant, 264 blessés, relève la Stampa en Italie. Tsarnaev risque la peine de mort. Il n'a aucune circonstance atténuante, précise la Stampa. Et on finit, Betsabe, cette revue de presse avec une carte des religions. Oui, le Télégraphe en Grande-Bretagne nous dresse la carte des religions dans le monde dans les prochaines décennies. Et oui, alors conclusion, l'expansion de l'islam est confirmée. En 2050, les musulmans représenteront 10% de la population européenne et l'islam sera même la 2e religion aux États-Unis. D'ailleurs, en 2100, à en croire le think tank américain Pew, le nombre de musulmans dans le monde dépassera le nombre de chrétiens avec 35 contre 34%. Alors comment expliquer cette croissance mondiale de l'islam? Les auteurs du rapport expliquent les musulmans pratiquants sont globalement plus jeunes et en même temps le taux de mortalité infantile baisse. Alors quant à la population juive, sachez qu'il y aura 16 millions de juifs en 2050, soit 2 millions de plus qu'aujourd'hui. Merci Betsabe, merci. J'aimerais revenir avec vous, Raphaël, sur ce piratage de TV5 Monde. TV5 Monde, c'est quand même une chaîne qui porte la parole francophone dans le monde. Est-ce que d'après vous, c'est un symbole fort qui a été frappé? Moi, je reste très sceptique par rapport à l'efficacité ou le motif de ce piratage. Je ne vois pas très bien ce que ça apporte à ISIS ou à ceux qui ont fait cela. Je ne vois pas très bien la réaction des téléspectateurs ou des jeunes. Je pense que c'est un acte gratuit, une provocation. Ça ne s'inscrit pas dans une stratégie globale? Non, parce qu'il n'y a pas vraiment un message non plus. Cyber Caliphate, je suis ISIS, c'est très faible. C'est très faible. Il y a sur Internet des messages beaucoup plus forts, d'incitation au djihad, à rejoindre les troupes d'ISIS. Là, il y a un acte qui me paraît à la limite du canular. Ça pourrait même ne pas être ISIS. Raphaël, vous êtes un homme de culture, donc j'imagine que cela vous atteint, qu'on touche à une chaîne de télévision francophone. Oui, c'est l'attaque habituelle à la liberté d'expression, à la démocratie, c'est pas nouveau. Par rapport à Boston, par rapport aux attentats qu'il y a eu récemment en Israël, les loups solitaires. On parle beaucoup de l'Internet, de l'influence des réseaux sociaux sur les jeunes qui, tout d'un coup, se lèvent un beau matin et vont commettre un acte terroriste. Mais on a aussi parlé du policier américain qui a tué un homme noir. Et on a souvent des tireurs isolés sur les toits des campus aux États-Unis qui tirent sur n'importe qui, n'importe quoi. Autrement dit, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas plus de loups isolés qui commettent des actes terroristes djihadistes que d'autres loups isolés qui tuent des gens au hasard. Ce qui veut dire une fois de plus que toute la campagne, ça a été la même chose pour les Palestiniens pendant des années, toute la campagne, toute la propagande, qui c'est des millions et des millions de dollars qui pourraient être utilisés pour construire des écoles à Gaza, sont utilisés dans la propagande qui n'apporte rien en fin de compte. Ils ne marquent aucun point, ni sur le plan diplomatique, ni sur le plan stratégique, avec ces propagandes qui coûte en fait des millions de dollars, mais qui, à mon avis, est inefficace. Dernière question, Ali, est-ce qu'on doit avoir peur, en tout cas s'effrayer plutôt de la force militaire ou de la force cybernétique aujourd'hui de Daesh
Non, pour le moment, on n'a pas de vraies données sur la force cybernétique de l'État islamique, mais à part cet acte qui est un acte symbolique, il y a un message envoyé soit par l'État islamique, soit par les partisans de l'État islamique, que l'État islamique se trouve partout en Europe, aux États-Unis, dans le monde. Il y a des loups solitaires, mais il peut se faire qu'il y a aussi des cellules dormantes qui attendent les ordres pour réagir et pour opérer. Je pense que l'État islamique, pour le moment, il est impliqué dans cette bataille en Turquie, aux États-Unis. L'État islamique est occupé aussi à élargir ses frontières, soit d'une façon, d'une suite territoriale, soit à avoir des gens qui prêtent allégeance comme Boko Haram, comme le Taliban au Pakistan. Et la guerre sur Internet, la guerre cybernétique n'est pas au top de la priorité de l'État islamique. C'est un relais de la propagande. Alors on va continuer d'évoquer ensemble l'organisation État islamique. En 7 jours, Daesh a pris contrôle du camp de réfugiés de Yarmouk en Syrie. Alors pris entre deux feux, entre le blocus imposé par l'armée de Bachar al-Assad et la barbarie de Daesh, 2000 Palestiniens ont réussi à fuir, mais 18 000 sont encore coincés dans le camp. L'ONU tire la sonnette d'alarme pour éviter une catastrophe humanitaire. Regardez. Une opération militaire de l'armée syrienne aura probablement lieu dans le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk. Inévitable, selon le ministre syrien de la Réconciliation nationale, après la prise de contrôle il y a une semaine d'une partie du camp par les djihadistes du groupe État islamique. Depuis fin 2012, ce lieu est devenu un champ de bataille entre forces du régime de Bachar al-Assad et rebelles syriens, appuyés chacun par des groupes palestiniens. La diplomatie de l'autorité palestinienne en appelle à mots couverts à une intervention armée. Vu la situation actuelle dans le camp de Yarmouk et puisque les faits ont changé, il est maintenant très difficile d'envisager, au moins dans le futur proche, une solution politique. L'autorité palestinienne et l'Organisation de libération de la Palestine vont soutenir toute décision prise par le gouvernement syrien. Soutenir le régime pour ne pas se retrouver à la merci de la barbarie djihadiste. Situé à 7 km de Damas, le camp de Yarmouk accueille 20 000 réfugiés palestiniens, de tout temps maintenus dans leur statut de réfugiés par un régime qui ne leur a jamais accordé la nationalité syrienne. Certains civils ont été évacués à la périphérie de Damas. Ils témoignent du peu qu'ils savent. Nous avons entendu qu'il y avait des combats, mais nous n'en savions rien. Quand ils sont arrivés, ils ont tué des femmes et des enfants. Et l'armée syrienne est entrée et nous a tous déplacés vers un autre lieu où nous étions en sécurité. Une sécurité réclamée par l'ONU. Son conseil de sécurité a demandé un accès sécurisé au camp palestinien. Il serait encore des milliers bloqués entre l'armée syrienne et l'État islamique dans l'une des zones de Damas, devenues les plus dangereuses du pays. Ali, on voit clairement qu'on se dirige vers une catastrophe humanitaire. Les témoignages sont très forts et pourtant on est en quasi silence radio de la Ligue arabe. Pourquoi ? Ben pour la simple raison que c'est l'État islamique que le régime syrien est confronté directement. On ne peut pas appeler le régime à ne pas réagir quand l'État islamique se trouve à quelques kilomètres des portes de Damas, d'un côté. De l'autre côté, ce n'est pas l'État islamique contre le régime, c'est l'État islamique contre les factions palestiniennes qui se trouvent. Et à la tête d'ailleurs des factions palestiniennes qui battent l'État islamique au camp de Yarmouk se trouve le Hamas, une autre organisation islamique, d'autres organisations islamistes palestiniennes et non palestiniennes qui se battent contre l'État islamique. Hamas a été tué d'ailleurs. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'État islamique accuse Hamas parmi les actes qu'il a pris pour retalier, des arrestations menées contre des islamistes identifiés à l'État islamique, à la bande de Gaza. Mais oui, Rudy, il y a une catastrophe humanitaire, mais quand ça arrive à la politique, on voit que l'OLP, le représentant du peuple palestinien partout dans le monde, dit qu'il donne le feu vert au régime de réagir militairement dans le camp de Yarmouk pour mettre fin à l'État islamique. Tout le monde comprend que le régime ne peut pas tolérer une présence de l'État islamique à moins de 20 km de sa capitale. Alors, on va parler un peu de politique intérieure israélienne. Les Palestiniens, vous l'avez dit, s'insurgent. Les responsables de la Ligue arabe unifiée en Israël, eux, au lieu de pointer du doigt l'État islamique, affirment que cela fait le jeu d'Israël. Pourquoi il y a un tel décalage dans les accusations ?
Bon, je pense parce que le régime syrien n'est pas présenté, n'est plus représenté dans la Ligue arabe. La majorité des pays arabes menés par l'Arabie saoudite sont anti-régime d'un côté, mais de l'autre côté, certains pays comme Là, on parle quand même de politique israélienne, pas forcément de la Ligue arabe, de la liste arabe unifiée, c'est-à-dire en politique intérieure israélienne. Bon, je pense que la liste arabe elles ne doivent pas se mêler dans cette affaire des Palestiniens, mais la liste arabe appelle les Arabes en Israël durant le week-end, durant la deuxième fête de Pâques, de descendre dans les rues pour lever la voix. Et ils pensent que tant que les Arabes s'entretuent, ça sert la cause israélienne et ça fait disparaître le droit des Palestiniens au retour en Palestine. Raphaël, est-ce que vous partagez cette opinion ? C'est le vieux spectre du réfugié qui est ressuscité, parce que c'est plus vraiment un sujet qui est sur la table d'une façon réaliste de négociation pour l'instant. Réutiliser les camps de réfugiés palestiniens comme il y a 20 ans ou 30 ans, c'est vraiment dépassé. Obliger ces gens à rester, à vivre dans des camps. N'oublions pas qu'il y a des camps, il y en a aussi à Gaza, il y a Djebalia. Obliger les gens à rester des réfugiés, c'est une arme politique complètement dépassée, qui n'a pas d'ailleurs fait ses preuves. À l'époque, il y avait une certaine unité du monde arabe autour de la cause palestinienne. Ça fait longtemps que ça aussi est fini. Je voudrais juste faire remarquer, sur le plan de la situation humanitaire, qu'on appelle aujourd'hui aux Nations Unies, au monde, de réagir. La situation humanitaire dans ce camp était catastrophique depuis des mois. Personne n'a jamais élevé la voix. Les gens étaient dans des conditions presque de ghetto de Varsovie, c'est-à-dire sans soins médicaux, sans nourriture. Ils étaient assiégés. Autre question pour terminer sur ce sujet. Comment expliquer qu'il n'y ait aucune manifestation dans les rues d'Europe ou d'ailleurs ? Ah bah ça c'est très simple, nous avons tous la réponse. C'est parce que les Juifs ne sont pas là, les Israéliens n'attaquent pas, donc tout est permis, ce qui se passe au Yémen, etc. Je pense parce qu'on ne sait pas... les manifestations vont devoir soutenir les réfugiés qui sont dans le camp de réfugiés. Mais à Yarmouk, il y a tout le monde qui se bat contre tout le monde, Rudy. Donc toute manifestation risque d'être colorée ou identifiée par une des factions belligérantes là-bas. Alors tout le monde qui se bat contre tout le monde, c'est également la situation au Yémen. Dans une interview donnée hier soir, le secrétaire d'État américain John Kerry a pour la première fois admis la responsabilité de l'Iran dans la montée de fièvre au Yémen, alors que les avions saoudiens ont été ravitaillés par les États-Unis et que d'un autre côté, l'Iran a posté 2 porte-avions dans le golfe d'Aden. Eh bien, on fait le point avec Joseph Emmanuel. Les frappes aériennes saoudiennes sur les cibles houthis au Yémen continuent. Et le conflit yéménite, il y a encore quelques semaines confiné à l'état de guerre civile, prend une tournure officiellement internationale. L'infatigable secrétaire d'État américain s'est dit conscient de l'aide iranienne à la milice chiite houthi, engagée dans un conflit armé depuis plusieurs années. Un conflit qui, s'il était gagné par ces Houthis, installerait un Yémen chiite dans une région actuellement dominée par les sunnites. Un haut gradé américain a confirmé que les avions de chasse saoudiens ont fait le plein de kérosène dans les stations américaines. Et l'Iran a annoncé de son côté avoir envoyé 2 navires de guerre au large des côtes du Yémen, un événement qui résonne de façon particulière dans un moment sensible au plan international. Eh bien, nous sommes très préoccupés par ce qui se passe là-bas. Nous savons que du matériel a été fourni par l'Iran. Il y a plusieurs vols d'avions qui atterrissent chaque semaine et qui viennent d'Iran. Et nous traçons ces vols. Nous sommes conscients de l'appui que l'Iran fournit aux rebelles du Yémen. Une Amérique consciente, une Amérique qui affirme qu'elle soutiendra les pays du Moyen-Orient menacés par l'Iran en cas de conflit, mais une Amérique qui ajoute ne pas vouloir de confrontation. Une question se retrouve désormais sur toutes les lèvres. Qu'en est-il de l'accord sur le nucléaire iranien ? Et la réponse de John Kerry s'est faite tout en nuances. La République des ayatollahs devra divulguer ses activités nucléaires militaires dans le cadre de tout accord final devant voir le jour avant le 30 juin. Certains y voient une non-réponse, d'autres une invitation à la coopération qui, selon toute vraisemblance, restera sans réponse. Alors, est-ce que cette implication des États-Unis dans ce conflit peut avoir une influence sur les négociations actuelles sur le nucléaire iranien qui vont durer 3 mois ? Est-ce que cela va influer ? Ça pourrait influer si les Américains décident de faire les gros bras
et de rappeler à l'ordre les Iraniens en leur interdisant formellement de soutenir les Houthis ou même en intervenant d'une façon militaire sur le terrain pour bloquer le ravitaillement en armes. Ce qui se passe maintenant au Yémen, c'est très important parce que nous avons tout concentré sur le nucléaire par rapport à l'Iran. Or, la grande menace de l'Iran, ce n'est pas nécessairement le nucléaire. Il y a une menace de l'Iran stratégique et militaire avec des armements sophistiqués, des missiles balistiques, des navires, des avions. Donc il y a une véritable menace sur le Proche-Orient et sur le monde de l'Iran sans le nucléaire. Il ne faut pas juste focaliser sur l'arme nucléaire. On le voit maintenant au Yémen, ils peuvent déstabiliser toute la région en apportant un soutien à en fait des factions qui sont elles-mêmes presque rien sans leur appui. Ali, est-ce que vous pensez qu'on est là dans une vraie guerre froide ou même dans les prémices d'une vraie guerre ouverte ? Non, on est dans une guerre froide qui dure depuis quelques années entre l'Iran et l'Arabie saoudite, cette fois Rudy. Officiellement, les Iraniens insistent à ce qu'ils jouent aucun rôle au Yémen. Donc pour cela, je ne vois pas comment est-ce que ça peut avoir une influence sur les négociations concernant le nucléaire iranien. Mais c'est vrai que les Iraniens continuent à soutenir les Houthis d'une façon silencieuse, d'une façon qui essaye de ne pas mettre l'Iran au centre de cette nouvelle guerre chiite-sunnite au Yémen. Et Rudy, il faut souvenir que le jour où les Américains ont lancé ce ravitaillement au Yémen, ils étaient là au Tikrit pour soutenir les forces soutenues par l'Iran en Irak pour battre l'État islamique. Donc il y a un double jeu cette fois-ci de la part des États-Unis, renforcer la présence et la force et l'influence des Iraniens en Irak et essayer d'aider la coalition anti-Iran au Yémen. Très bien, on va parler maintenant de toute autre chose, de politique intérieure française. La ligne rouge a-t-elle été franchie par Jean-Marie Le Pen ? En tout cas, si on écoute sa fille Marine, la réponse semble être bien oui. Réagissant à un énième dérapage de son père dans la revue d'extrême droite Rivarol, elle s'est opposée hier à sa candidature à la région PACA pour les prochaines élections donc régionales. Dérapage incontrôlé ou vraie rupture au sein du FN ? On va en parler dans un instant avec Joël Gombin, qui est politologue et qui est spécialiste du Front National. Mais d'abord, on fait un petit rappel des faits avec Chloé Desmoulins. Elle change de ton et passe aux actes. La présidente du Front National, Marine Le Pen, a annoncé ce mercredi qu'elle s'opposerait à la candidature de son père, Jean-Marie, aux élections régionales de 2015 dans la région PACA. Jean-Marie Le Pen est entré dans une véritable spirale entre stratégie de la terre brûlée et suicide politique, écrit la patronne du FN dans un communiqué. Un coup de poing sur la table qui intervient au lendemain de nouveaux propos controversés de son père. Dans une interview à l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol, publiée mardi, le président d'honneur du Front National fait l'éloge du maréchal Pétain et défend la mémoire de l'artisan de la collaboration de la France avec l'Allemagne nazie. À la tête du FN, les réactions ont été tranchantes, comme celle de Louis Alliot sur Twitter. Le vice-président du parti, par ailleurs compagnon de Marine Le Pen, dénonce un entretien parfaitement scandaleux. Coutumier du fait, Jean-Marie Le Pen avait déjà créé la polémique la semaine dernière en réaffirmant que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire. Rupture consommée ou manœuvre planifiée. Par sa décision, Marine Le Pen semble vouloir prouver que les propos de son père sont devenus incompatibles avec la stratégie de dédiabolisation du FN. Une dédiabolisation dont elle a fait son cheval de bataille. Alors on est en ligne avec Joël Gombin, qui est donc politologue et spécialiste du Front National. Joël, merci d'être avec nous ce matin. Alors est-ce qu'on assiste à un énième épisode finalement orchestré pour présenter Marine Le Pen comme la plus modérée face à son père, ou est-ce que là c'est une vraie rupture historique au sein du FN ? Je dirais que l'avenir nous le dira. On est à la fois dans effectivement la continuation d'une succession de rebondissements dans une saga qui est à la fois familiale et politique. Et en même temps, il est vrai également que jamais, jusqu'à présent, l'affrontement entre le père et la fille n'avait atteint
le point d'atteindre des conséquences politiques. Et là, pour la première fois, avec l'opposition de Marine Le Pen à la candidature de son père aux élections régionales en PACA, on est effectivement dans des conséquences politiques qu'on n'avait pas observées jusqu'à présent. Alors, est-ce qu'on peut imaginer d'aller vers une vraie scission du parti? Il y en a déjà eu dans le passé avec Bruno Maigret, où Jean-Marie Le Pen prendrait avec lui certains cadres du parti et certains membres du parti. Est-ce qu'on peut assister à ça, ou est-ce que finalement on assiste en fait au dernier baroud d'honneur de Jean-Marie Le Pen et ça n'aura pas un grand effet sur la suite? Non, je crois pas que la question de la scission soit sur la table, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, contrairement à l'affaire Maigret, qui était une véritable divergence stratégique entre Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret, là aussi, il y a une vraie différence stratégique, quasi idéologique, oui, non? on est avant tout dans une affaire humaine, ça c'est la première chose, et surtout la deuxième chose, et qui est fondamentale, c'est que il n'existe pas aujourd'hui les bases pour une scission. Il n'y a pas de courant Jean-Marie Le Peniste au sein du Front National. On imagine mal Jean-Marie Le Pen, à près de 87 ans, s'embarquer dans une nouvelle aventure politique. Il n'en aurait vraisemblablement ni l'énergie, ni les moyens, en tous les cas humains. Donc je ne pense pas qu'on ira dans cette direction-là. En revanche, je pense qu'on n'a pas fini de voir les soubresauts de cet affrontement au sein du Front National, parce que je pense que Jean-Marie Le Pen finira au sein du Front National, mais qu'il exercera vraisemblablement un pouvoir de nuisance maximale autant qu'il le pourra. Très bien, merci Joël Gombin d'avoir été avec nous ce matin. Raphaël, qu'est-ce que cela vous inspire, ce drame familial au FN? Dans les meilleures familles, ça se passe, donc même dans les familles antisémites. Ça me rappelle les caricatures de l'affaire Dreyfus, où à l'intérieur des familles françaises, les parents et les enfants et les petits-enfants se bagarraient qui est pour ou contre Dreyfus. Peut-on dire que le Front National doit être dédiabolisé? Peut-on dire que s'ils ne sont pas racistes au Front National, j'aurais du mal à admettre encore. Ils n'ont pas vraiment montré patte blanche, même Marine Le Pen, sur le plan du racisme. Je ne parle pas seulement de l'antisémitisme. Donc je pense qu'il faut être très réservé sur ce qui va se passer. Merci Raphaël, merci Ali, merci Betsabé pour... c'est la fin de cette première partie du Morning. Dans un instant, on va parler de mode et de comment la mode influence l'histoire, ou est-ce que c'est justement l'inverse? Est-ce que l'histoire fait la mode? On en parle avec des spécialistes, mais dans un instant, un journal complet présenté par Daniel Atlan. Si vous nous rejoignez sur i24 News, c'est le Morning. Deuxième partie, on va parler dans un instant de mode et de comment la mode a accompagné l'histoire. Mais avant, je me tourne vers vous, Mathias Simbar, merci d'être avec nous ce matin. Mathias, on va revenir avec vous sur ce rapport, 440 pages. Il contient 110 propositions pour lutter contre les filières de recrutement du djihadisme, et il est signé par les sénateurs. Les sénateurs français, effectivement, une commission d'enquête sénatoriale, 110 propositions, 440 pages, Rudy. C'est un travail colossal auquel s'est attelée la commission d'enquête sénatoriale, basée sur un rapport du sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur. Il a été remis hier sur les filières djihadistes. Et depuis le mois d'octobre, Rudy, elle a auditionné une cinquantaine de personnes. C'est phénoménal. Ministre, pont du renseignement et de l'antiterrorisme, chercheurs. Le bilan de ce travail tient dans un rapport, donc je viens de le dire, 440 pages, dévoilé hier, et surtout 3 mois après les attentats des frères Kouachi et d'Amedi Koulibaly. On voit ces images de l'hyper cacher. Tout le monde, les Français principalement, s'en souviennent, et ce qui ressort de ce rapport, ce sont ces lacunes, tant dans la prévention que dans la lutte contre les réseaux et différentes filières. Ces images ont marqué, elles doivent être résolues, et voilà la raison pour laquelle ce sénateur a décidé de mettre les bouchées doubles et surtout de terminer ce rapport. Donc il y a des propositions. Quelles sont les solutions, les pistes qui sont préconisées? Écoutez, la commission préconise de mettre en place des actions obligatoires de formation à la détection de la radicalisation, surtout à destination de tous les acteurs de terrain, personnel enseignant, conseillers d'éducation, éducateurs, magistrats en charge des affaires familiales.
Bref, elle souhaite également une meilleure sensibilisation des familles via une structure qui soit détachée du ministère de l'Intérieur. Elle a raison, vous allez me poser sans doute la question, tout le monde se pose la question, pourquoi cette commission est détachée, en tout cas, pourquoi elle propose d'être détachée du ministère de l'Intérieur? Parce que les gens ont peur de tomber de l'autre côté du fil sur des agents de la police, parce que la police fait peur et la police détourne le côté sensible, le côté civil de la société. Il y a un constat, il y a même des solutions, mais cela coûte très cher. En termes de moyens, ça représente quoi? Est-ce que c'est réalisable? Alors oui, c'est la vraie question, Rudy, aujourd'hui que se pose cette commission. Le renseignement intérieur est en effet délaissé au profit de celui des agents extérieurs. Pour faire court, en Israël, il y a le Shabak et le Mossad, c'est-à-dire les services de secret intérieur et les services de secret extérieurs. En France, il y a l'ancienne DST et la DGSE. Tout ça réuni dans la DCRI. Et les agents déployés au sol manquent cruellement aujourd'hui de moyens. Il faut comprendre, en moyenne, il faut 5 agents pour un seul homme. Concrètement, pour suivre les frères Kouachi, il faut 10 hommes. Or, 10 hommes, ça coûte de l'argent et il n'y a pas la main humaine pour permettre de réagir. Et le document parle ainsi d'une meilleure coordination entre les services de l'antiterrorisme, notamment, et je viens de le dire, entre la DGSI et le SCRT, les ex-renseignements généraux, les RG, qui sont rapidement arrivés aux limites de leur capacité humaine et technique. Et pour être plutôt complet, un effort est également demandé pour empêcher la radicalisation des prisons. On le sait, tant pour Koulibaly que pour les frères Kouachi, ils ont tous les trois été embrigadés dans les prisons. Et aujourd'hui, si dans le passé, par exemple, il y a 20 ans, il y avait des rassemblements, des grands rassemblements dans les prisons de plusieurs centaines de personnes qui se rassemblaient autour de l'islam, aujourd'hui, il est quasiment impossible pour les gardes pénitentiaires de mettre la main sur cette radicalisation. Pourquoi? Parce que les imams l'ont très bien compris et il y a des petits comités de 5-10 personnes qui se réunissent en cachette et qui radicalisent ces jeunes. Alors un des points clés de ce rapport, c'est le rôle que doivent jouer les repentis, le rôle de la société civile, c'est-à-dire que les anciens djihadistes eux-mêmes doivent aller parler à ceux qui seraient désespérés et tentés par rejoindre le djihad. Est-ce que c'est vraiment à la société civile de faire le travail et non pas aux services de renseignement, non pas à la police? C'est une très bonne question parce qu'elle est posée également ici, en Israël, aux États-Unis. Il y a une volonté de prise de conscience généralisée de la société, des citoyens israéliens, français, américains, bref, des citoyens occidentaux face à ce danger du terrorisme. Sauf qu'en attendant, eh bien, les citoyens peuvent éventuellement toujours être sensibilisés, c'est-à-dire faites attention au sac qui est traîné, faites attention à tel ou tel comportement, faites attention à ce que vous voyez, dites-nous-le, sauf qu'ils ne peuvent pas aller plus loin que cela parce qu'ils n'ont pas les moyens de réaliser cette lutte antiterroriste. Et lorsqu'on parle de lutte antiterroriste, cela porte bien son nom. Cette lutte doit être gérée et contrôlée par les services de sécurité eux-mêmes. Et puis, un ancien djihadiste, est-ce que c'est un repenti comme un autre, comme un repenti de la mafia ou du crime? Non, parce qu'un repenti de la mafia, Rudy, aujourd'hui, il peut être compris parce qu'il veut changer de vie, parce qu'il veut re-rentrer dans une autoroute sociale. Aujourd'hui, un repenti, pour ces djihadistes-là, ces repentis sont considérés comme des mécréants. Or, l'une des sourates, justement, du Coran, qui est détournée de son propre sens, parce que la sourate ne dit pas ça, elle dit qu'un mécréant ne doit pas être tué, sauf que c'est une mauvaise appréciation des djihadistes, estime qu'un repenti c'est un mécréant et qu'un mécréant doit être tué. Donc comment ce rapport-là va-t-il permettre à ces repentis d'être écoutés par les futurs candidats ? Merci beaucoup Mathias pour ces explications. Alors dans un instant, vont nous rejoindre sur ce plateau deux victimes de la mode qui vont nous parler de ce rôle de la mode dans la société et même dans l'histoire. Mais avant, je voulais vous présenter Eid Miner. C'est un jeune créateur israélien très talentueux qui fait des vêtements amples et qui a fait son entrée début mars à la Fashion Week de Paris. Sandy Fortis et Eran Schneck, les équipes du Culture Mag, vous le présentent. La trentaine à peine entamée, Eid Miner, jeune créateur israélien, commence déjà à percer dans la capitale de la mode. En janvier dernier, il a présenté sa première collection lors de la Fashion Week de Paris, collection qu'il a vendue à 4 grands magasins japonais et new-yorkais. Ce qui est génial à Paris, c'est qu'ils sont très ouverts aux créateurs étrangers.
from outside. Né à Mitzpe Amoka, petit village du nord d'Israël, Ed Miner quitte sa ville natale pour étudier dans la prestigieuse Bezalel Academy à Jérusalem. 4 ans plus tard, c'est à Paris qu'il se rend pour rejoindre le célèbre Institut français de la mode. Mais son inspiration, c'est à Jérusalem qu'il la trouve. I was missing the intensity, you know. Cette intensité qu'on trouve au Moyen-Orient, cette tension, tout ça me manquait, ainsi que toutes les références culturelles. And also all the cultural references. And yeah, I really felt then that Jerusalem was the center. À l'époque, je sentais vraiment que Jérusalem était le centre du monde, comme une sorte de cœur qui influence tout ce qui se passe autour, d'un point de vue culturel et spirituel. Or spiritual aspect. Un état d'esprit qui se ressent dans sa collection. Ed Miner mixe sur-mesure élégant et touche militaire, des vêtements amples et confortables qui conviennent à toutes les morphologies. I guess it's just something I see around all the time. C'est ce que je vois autour de moi tout le temps, des uniformes militaires. On voit ça partout en Israël, dans la rue, dans le bus. Uniform all the time. Dans son atelier, Ed Miner possède un autre trésor que sa collection, des dizaines de livres sur l'histoire du peuple juif, ou plutôt sur leur tenue vestimentaire, une autre source d'inspiration pour le jeune créateur. Je me suis inspiré des tenues traditionnelles des juifs orthodoxes, de leur technique, de leur style. C'est large et il est surtout question d'envelopper le corps, pas de le mettre en valeur. Tissu de qualité, technique précise, effet de légèreté, Ed Miner crée des vêtements qu'il aimerait porter. C'est ce qu'il fait depuis ses 16 ans, même si rien à l'origine ne le prédestinait à ce métier. Fils d'un métallurgiste et d'une artiste peintre, Ed Miner a grandi dans une maison imprégnée d'art et de créativité. Le côté mode est arrivé par hasard. Je n'étais pas spécialement attiré par la mode au début, mais à l'adolescence, j'ai commencé à étudier la couture et la réalisation de patrons chez une femme qui habitait près de chez nous. Donc, j'avais certaines compétences techniques et à un moment, ça s'est combiné avec la mode. Aujourd'hui, Ed Miner se consacre à honorer ses commandes, faites à Paris, mais pense déjà à sa prochaine collection. Son objectif, continuer à faire ce qu'il aime, créer et voir les gens porter ses créations. Je veux rester vivre en Israël, y conserver mon studio principal. Mais je veux aussi voyager partout avec mes créations, être exposé et bien sûr vendre mes collections. C'est tout ce qu'on lui souhaite et pour le moment, ça semble plutôt bien parti. J'accueille sur ce plateau Laurence Heller, bienvenue, et Gérald Cohen. Alors Laurence, vous avez dirigé des rédactions mode et aujourd'hui vous êtes passée de l'autre côté puisque vous êtes créatrice de mode, d'accessoires et aussi de prêt-à-porter, c'est bien ça. Et avec vous Gérald Cohen, alors vous êtes l'auteur de ce livre que je monte, La mode comme observatoire du monde qui change, aux éditions L'Éditeur. C'est un livre qui nous raconte comment la mode a accompagné les grands changements de société, mais je voulais vous faire réagir sur ce reportage, vous qui êtes des spécialistes de la mode et que vous êtes parisien de passage en Israël. Que pensez-vous de cette mode israélienne naissante, très vivante? Parce que ce que je connais de la mode israélienne, parce que honnêtement je connais pas beaucoup, je trouve ça assez bien ce que j'ai vu là, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a une possibilité de s'exporter pour la mode israélienne aujourd'hui? Toutes les modes vont aujourd'hui s'exporter. Aujourd'hui, il existe un modèle qui est ce qu'on appelle le luxe. Et il existe aujourd'hui une nouvelle génération de marques créées par des digital natives, par des jeunes gens qui fabriquent leurs collections localement et qui regardent beaucoup vers Paris, qui est la capitale mondiale de la mode féminine. Mais aujourd'hui, le monde s'ouvre à de nouvelles créations. Alors, Gérald, dans votre livre, la grande thèse de votre livre, La mode comme observatoire du monde qui change, c'est que la mode est plus à accompagner l'histoire. Alors, est-ce que c'est plus un observateur des changements ou est-ce que c'est un vrai acteur des changements qui ont eu lieu à travers les siècles, ce que vous expliquez dans le livre? La mode peut être parfois un observatoire et accompagner les mouvements de société, et souvent, pour les meilleurs créatifs, un précurseur des tendances à venir, parce que les meilleurs directeurs artistiques ont des antennes, captent l'air du temps et précèdent les événements. Donc ils vont chercher l'inspiration dans la rue? Non, ils le sentent autour d'eux.
Ah, très bien. Alors, est-ce que juste... Oui, pas d'accord. Ah, là, va y avoir débat. Ah non, mais alors là, pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Bien sûr qu'ils vont chercher leur inspiration dans la rue. Et même, on va dire, dans des grandes enseignes qui aujourd'hui finalement sont leaders. C'est pas l'inverse, c'est pas les grandes Ça a enseignes été le cas. qui Si, s'imprègnent c'est de les ce que deux. font les créateurs? C'est les deux. Les grandes enseignes s'imprègnent, mais aujourd'hui les stylistes de ces grandes enseignes sont tellement bonnes que maintenant les créateurs vont dans ces grandes enseignes. Ça, ils n'osent pas le dire. Moi, j'ai pas peur, je suis plus dans la mode. Les deux sont vrais. C'est vrai que ces magasins de fast fashion comme H&M, Zara et d'autres utilisent pour... ah oui, j'ai oublié de ne pas les citer. Non, c'est pas grave. Et donc, ils vont chercher dans les grandes maisons leur source d'inspiration et après, d'autres stylistes qui sont, eux, des suiveurs, vont là-bas. Mais les plus grands d'entre eux inventent eux-mêmes, comme ce jeune garçon qu'on a aperçu. Invente un univers. Pour vous, le look, c'est un moyen de revendiquer, un moyen pas si anodin que ça. Ah oui, c'est un il y a eu les hippies, il y a eu les grunge. Ça porte des idées? Tout à fait. Et ça montre qui on est. Quand on dit l'habit ne fait pas le moine, ça n'a aucun rapport avec la façon de s'habiller, ne revendique pas ce qu'on est. Ça veut dire ce n'est pas une question d'argent. C'est pas parce qu'on porte des vêtements chers qu'on est. Mais l'habit fait le moine. Et en 2015, sur Instagram, qui est-on? Qui est-on? On est tout et rien, c'est ça aujourd'hui, il n'y a plus de mode. Il y a un look 2015. Non mais il y a 20 ans, il y avait une mode. C'est-à-dire que dans tous les défilés, vous aviez les mêmes tendances. Aujourd'hui, il n'y a plus de tendance. On n'est pas tout le monde est à la mode. Vous parlez de génération digital native, ceux qui sont nés avec un ordinateur dans les mains. Est-ce qu'ils ont un look prédéterminé ou est-ce qu'ils suivent quelque chose qu'ils récupèrent? Aujourd'hui, la mode n'a pas le temps de s'installer du fait justement d'Internet. Donc on n'a que des tendances, mais on n'a pas de mode. Et les tendances n'ont plus le temps de s'installer. Est-ce qu'il y a un fossé entre la mode dite de la rue, la mode populaire et la mode des grands créateurs? C'est vrai que quand on ne connaît pas bien ce monde de la mode, on a l'impression que ce qu'il y a sur les podiums n'a aucune influence sur ce qu'on va retrouver dans la rue. Dans quel sens, en fait, d'où part la création pour arriver aux vêtements que vous avez dans les magasins de prêt-à-porter aujourd'hui? En fait, les podiums, ça sert à donner envie. Maintenant, dans les boutiques, c'est évidemment pas ce qu'il y a sur les podiums. Sur les podiums, c'est trop pointu. Mais ça s'inspire et évidemment qu'on le retrouve dans la rue. Et par exemple, ce qui va défiler cette année, vous le retrouvez dans la rue si ça marche, si le style marche, dans 2 ans. Votre avis là-dessus? Oui, c'est tout à fait exact. Les défilés sont un moment pour présenter les choses les plus pointues et que les acheteurs n'achètent pas parce que ça ne se vend pas. Et effectivement, il faut 2-3 ans avant que ça se retrouve dans ces magasins de fast fashion. Alors, fast fashion, on a l'impression que vous dites ça avec un petit peu de mépris. Est-ce que pour vous, justement, le fait que la mode soit arrivée dans la rue, ma question, en fait, c'est de savoir est-ce que la mode était quelque chose d'élitiste il y a quelques années ou est-ce que ça a toujours été l'affaire de la rue? La mode a toujours été dans la rue. Les femmes, les hommes marchent dans la rue avec des vêtements qui incarnent l'air du temps, qui sont dessinés par des créateurs du moment. Il existe une dictature de la mode qui fait que les gens s'habillent tous à un moment de la même façon pour une raison ou pour une autre parce que ce qui est important dans la mode, c'est d'être in. Ce qui est moche, c'est d'être out. Donc, à un moment, ce qui est in, out, et ce qui devient out, devient in. Bon, très bien. Merci à tous les deux et bon séjour à Tel Aviv. Merci, c'est la fin de ce morning. Dans un instant, on retrouve Daniel Atlan pour un nouveau journal. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Et puis, juste après Daniel Atlan, vous retrouvez les meilleurs moments de la semaine du morning. Passez une très belle journée sur i24 News.